C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève à Canalem, l'épisode 80. Au sommaire, les dérives médicales et le VIH, on reçoit le pharmacien Olivier Bernard. Le village de Montréal a 50 ans cette année. L'impact de la montée de l'extrême droite en Europe sur nos communautés à Transatlant Queer et avancée et recul de nos droits queer à la chronique Make America Queer Always. L'heure où l'arc-en-ciel se lève du 10 juin 2024, nous, on continue d'avancer. Vous écoutez L'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. Vous écoutez Dérive, les secrets de la mafia médicale. Épisode 1. L'autre gang. Alors, on vient d'entendre la musique de présentation, en fait, l'intro de cette balado, de cette série de balados qui s'appelle Dérive, qui est présentée par Olivier Bernard. En fait, vous connaissez le pharmacien. Olivier Bernard a créé cette espèce d'alter ego là, pour faire ce qu'on appelle, et ce qui est très important dans notre monde de nos jours, de la vulgarisation scientifique. Alors, il est pharmacien, il détient une maîtrise en génétique moléculaire. Il a travaillé quelques années dans l'industrie pharmaceutique et il se dit fasciné et exaspéré par les mythes scientifiques et médicaux. Et c'est en fait le thème de cette série de balados. Et c'est la raison pour laquelle je l'ai invité à l'émission. Bienvenue à l'émission, Olivier. Ben merci pour l'invitation. Je suis très content d'être là. Ben, écoute, d'abord, nous, on est une émission où on est spécialisé pour les questions LGBT et on a toujours l'habitude, quand on a un nouvel ou une nouvelle invitée, de demander quel accord et quel pronom tu utilises. Le masculin? Moi, c'est il, donc il, lui. D'accord. Ben, commençons. On a entendu la petite musique de la petite introduction là, de Dérive. C'est quoi cette série de balados? Oui, ben en fait, Dérive, moi, j'ai créé ça. À la base, je ne savais même pas que ce serait une série, là, pour être tout à fait honnête. Moi, quand j'ai fait la première saison, qui s'appelait Le rituel de sudation, c'était à propos d'une histoire qui m'obsédait depuis des années. Donc, l'histoire de Chantal Lavigne, une jeune femme québécoise qui est décédée dans un rituel de sudation extrême là, qui avait duré pendant des heures. Et puis, moi, j'étais toujours resté avec cette idée-là en tête. Ça me travaillait vraiment beaucoup. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, ben, pourquoi est-ce que je reviens pas sur cette histoire-là? Essayer de comprendre un peu plus parce que moi, quand c'est arrivé, c'est quand cette femme-là était décédée en 2011, à peu près 2012. C'est ce qui m'avait donné envie de faire de la vulgarisation scientifique. Le peu après, j'ai commencé à faire de la vulgarisation. Donc, ça a commencé comme ça, puis ensuite, ben, il y a eu d'autres saisons, mais ça, c'était même pas prévu, mais j'ai continué dans cette lignée-là. Là. En fait, c'est une balado c'est fascinant parce qu'on apprend des choses, en fait, puis il y a beaucoup de recherches. Mais moi, je veux dire que la dernière saison m'a particulièrement interpellé, puis je pense qu'elle interpelle beaucoup des gens qui écoutent cette émission et cette balado. Elle parlait, entre autres, des négationnistes du VIH. Alors, qu'est-ce qui a motivé ton choix de sujet? Ouais, c'est ça. Ben, en fait, il y a comme deux choses qui se sont produites. Hein. Premièrement, il y a, bon, la pandémie de la COVID-19 nous a tous et toutes exposés là, à toutes sortes de théories du complot, finalement, des choses que la plupart des gens, même moi, pour être tout à fait honnête, on n'était pas nécessairement très connaissants là-dessus. Tu sais, moi, je savais que c'était quelque chose qui existait un peu, que c'était marginal, mais j'avais jamais vraiment passé beaucoup de temps là-dessus. Puis je pense que la pandémie nous a comme forcé à être exposés à ce genre de théorie là, où il y aurait des forces massives qui seraient organisées, qui œuvrent en secret pour contrôler toutes sortes de choses sur la planète. Puis en parallèle avec ça, ben, il y a eu le décès de Bernard Lachance. Donc, chanteur québécois qui est décédé justement parce qu'il ne croyait pas au sida ou en fait, il pensait qu'il n'avait pas besoin de se soigner avec des médicaments. Fait que moi, c'est sûr que comme pharmacien, ça m'a profondément bouleversé, cette histoire-là. Puis on dirait que je voyais des liens entre la pandémie, Bernard Lachance. En plus, je voyais, en fouillant un peu, j'ai remarqué que ses influences à lui,
c'était des personnes très crédibles, là, que les personnes qui diffusaient ces idées-là, c'était souvent des scientifiques et des professionnels de la santé. Donc, je me suis rendu compte que je connaissais pas grand-chose sur le dénialisme du VIH, puis j'ai voulu en apprendre plus. Ouais, l'histoire de Bernard Lachance, quand même, qui nous a beaucoup touché tout le monde parce qu'il est vraiment mort, hein, le diagnostic, il est mort d'une infection qui était due au sida, qui n'aurait pas dû Ouais. arriver s'il avait pris ses médicaments. L'histoire donc commence avec Bernard Lachance, mais là on continue puis on découvre les ramifications qui vont jusqu'à une certaine Guylaine Lanctot. Est-ce qu'on peut en parler de ce cas-là un petit peu? Ben oui, ben oui. En fait, Guylaine Lanctot, moi, je la connaissais pas, là. J'ai appris son existence quand Bernard Lachance est décédé parce que lui, il la citait comme une de ses inspirations principales. Donc, elle, c'est une médecin que, au moment où moi, j'ai commencé à, tu sais, au moment où, avant que je commence à travailler sur le balado, quand on lisait sur elle, ce qu'on lisait, c'était que elle avait été une sommité dans son domaine, donc dans le domaine de la phlébologie, là, qui est le traitement des varices, qu'à un moment donné, il s'était passé quelque chose, on ne sait pas quoi, qui fait qu'elle est devenue une des leaders de différents mouvements conspirationnistes, donc anti-vaccins, dénialisme du cancer, dénialisme du VIH. Puis moi, je trouvais que c'est cette espèce de dichotomie-là, là, tu sais, de quelqu'un qui passe d'une sommité dans son domaine à quelqu'un qui remet en doute des choses extrêmement bien établies, là. On dirait que je ne comprenais pas ce changement-là. Tu sais, comment est-ce qu'un médecin passe d'un extrême à l'autre comme ça? Donc, à travers ma recherche, je l'ai utilisé comme un cas de figure, dans le fond, Guylaine Lanctot. Je me suis dit, ben, si je comprends ce qui lui est arrivé à elle, peut-être que ça va m'aider à comprendre un peu mieux ce qui arrive à d'autres scientifiques. Parce qu'encore une fois, le dénialisme du VIH, ça a été beaucoup, beaucoup véhiculé par des scientifiques, des chercheurs, chercheuses, souvent de haut niveau. Donc, je me suis dit, ben, je vais utiliser le cas de Guylaine Lanctot comme un cas de figure, finalement, pour essayer de mieux comprendre qu'est-ce qui fait qu'un scientifique peut dériver à ce point-là. Et puis je pense que je veux pas trop divulgacher ce qu'il y a dans la balado, mais on apprend beaucoup de choses sur ces gens-là aussi et sur le fait que souvent c'est des gens qui ont une spécialité, mais ils commencent à se rendre experts dans tout et c'est là que ça devient problématique, hein. Oui, oui, oui. Ça, c'est une des raisons, absolument. Là, tu fais bien de le mentionner. Là. Effectivement, donc, par exemple, si on prend Guylaine Lanctot, c'était même pas une médecin de famille parce qu'elle n'a jamais vraiment pratiqué comme omnipraticienne. Tu sais, elle a gradué comme médecin, ensuite, elle s'est dirigée dans les cliniques de phlébologie. Elle faisait de la médecine esthétique, là, essentiellement. Là. Donc, elle faisait des traitements qui étaient pour des varices qui étaient pas médicalement, les traitements n'étaient pas médicalement nécessaires. Donc, elle faisait vraiment de la médecine esthétique. Et là, tout d'un coup, commence à nous sortir un argumentaire sur les vaccins, sur le VIH, sur le cancer. Donc, évidemment, il n'y a rien de tout ça qui est dans son champ d'expertise. Puis, je pense que la plupart des gens dans le public sont pas nécessairement. Les gens ne pensent pas à ça. Puis, je comprends, là, je blâme aucunement les gens de ne pas y penser, mais un médecin, ce n'est pas un expert de toutes les maladies, là. Un médecin, ça connaît les maladies en général. Puis ça fait en sorte qu'un médecin, ça peut se tromper sur plein d'affaires. Donc, il y a plein d'autres exemples dans le domaine du VIH. Je veux dire, si on prend par exemple une des personnes qui a été les plus importantes dans les théories dénialistes, c'est Peter Duesberg, qui est un Américain. Euh, Lui, c'était un chercheur sur le cancer à la base. Et là, tout d'un coup, il a commencé à développer ses propres hypothèses sur le sida, mais c'était pas un expert des virus, c'était pas un expert du sida. Donc, ça, c'est une des grandes raisons qui fait que des scientifiques peuvent partir dans une voie et être complètement dans l'erreur. Ben, finalement, qu'est-ce qu'on peut conclure sur le VIH, là? Je pense qu'on va dire les vraies choses. Ça existe vraiment, hein? Je Ah, mon pose la Dieu, question, oui. c'est un peu niaiseux, là, mais je pense qu'il faut le dire, là, ça existe vraiment. Ben oui. Ben oui, ben oui. Puis il faut comprendre là, que la recherche, là, puis la médecine, puis tout ça, c'est pas quelque chose qui se construit en quelques années, là. C'est vraiment là, des décennies de recherche. Puis à un moment donné, ben, quand tu as des équipes de recherche qui travaillent partout dans le monde, en même temps, tu as des centaines, des milliers d'équipes de recherche qui travaillent sur un sujet, donc dans ce cas-ci, le VIH, le sida, qu'est-ce qui cause ça, d'où ça vient, c'est quoi l'évolution de la maladie. Ben, à un moment donné, on se rend compte là, qu'on a des décennies de recherche, on a des milliers de recherches, puis toutes ces recherches-là convergent toutes dans la même direction. Puis le VIH et le sida, c'est pas, la réalité, c'est que c'est pas controversé sur le plan scientifique, là. On sait très bien que oui, c'est le VIH, c'est le virus qui cause le sida. On sait très bien que les traitements qui sont offerts sont
absolument, absolument essentiel. On connaît la pathophysiologie de la maladie, on sait comment le virus fait son chemin dans le corps, comment est-ce qu'il crée les maladies. Je veux dire, on a les études génétiques où on est capable de remonter jusqu'à l'origine pour savoir d'où vient ce virus-là. On sait que ça vient de l'Afrique, ça vient probablement du singe. On a tellement de recherches là-dessus que de remettre ça en doute, de remettre en doute l'existence du sida, mais aussi de dire que les traitements sont pas bons ou encore qu'en mangeant mieux, on va comme être capable de guérir du VIH. Il n'y a absolument aucun fondement scientifique pour dire des choses comme ça. Il n'y a même pas l'ombre d'un doute que tout ça, ça pourrait être vrai. Là. Ça, c'est vraiment, vraiment important de le mentionner. Et que dis-tu aux gens qui, comme moi je le dis parce que c'est ouvert, je l'ai dit depuis longtemps, je vis avec le VIH depuis 20 ans. Alors, qu'est-ce qu'on dit à des personnes comme moi, là, qui, peut-être même pas dans mon cas, mais qui doutent après avoir entendu les commentaires, ce que disait Bernard Lachance il y a quelques années, puis qui remettent en doute leur traitement? Ben, moi, je comprends pourquoi les gens doutent, premièrement, parce que, puis en général, là, je parle de toutes les croyances par rapport à la science et la santé, mais si on regarde Bernard Lachance, par exemple, moi, je le comprends de s'être fait avoir. Tu sais. Puis c'est vraiment triste son histoire parce que lui, il écoutait des scientifiques qui avaient souvent des doctorats, qui étaient des directeurs de centres de recherche, tu sais, des gens qui avaient une grande réputation, même des gens qui avaient gagné des prix Nobel dans certains cas. Et ces gens-là remettaient en doute le VIH puis le sida. Donc, moi, je le blâme pas de s'être fait avoir. Le problème avec Bernard, puis avec d'autres personnes aussi, c'est qu'ils vont écouter une poignée de scientifiques. Donc, ils vont en écouter 3, 4, 5, puis ils vont pas regarder ce que 99,99999% des spécialistes disent. C'est les vrais spécialistes. Donc, ils vont écouter 2, 3, 4 personnes que c'est pas leur champ d'expertise. Puis ça, c'est un piège dans lequel tout le monde peut tomber. Euh, je veux dire, moi, je pourrais tomber là-dedans si je faisais pas attention parce que j'ai pas tous les champs d'expertise. Je suis juste un pharmacien généraliste. Donc, je pense qu'il faut donner de l'empathie, premièrement, au public qui sait plus trop, qui a de la difficulté à se retrouver par rapport à toute l'information qui est disponible. Mais à un moment donné, je pense qu'il faut aussi maintenir un niveau de confiance comme je disais, toute la recherche qui a été faite, tous les groupes de recherche indépendants qui se sont penchés là-dessus. Pour moi, la lecture est claire. Il n'y en a pas de controverse par rapport au VIH. Il n'y a aucun ou aucune spécialiste sérieux qui pense qu'il y a un quelconque, qu'un quelconque doute à ce niveau-là. Donc, je pense qu'à un moment donné, c'est correct de douter, c'est correct de se poser des questions. Puis je pense que ça prend de la vulgarisation aussi. Ça prend des personnes qui, à un moment donné, vont expliquer les choses. J'ai essayé de le faire modestement dans cette saison-là de dérive, mais ultimement, je pense que c'est ça. Il faut que les gens soient capables de voir à un moment donné, ben, attends un peu où est-ce que je vais chercher mon information, puis qui est digne de confiance là-dedans. Il reste pas beaucoup de temps, mais j'aimerais quand même juste une petite question. Comment tu as vécu les réactions? Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont critiqué ton travail sur la suite de la diffusion de Dérive. Ah, pas vraiment, en fait. C'est non, vraiment. Puis j'ai été surpris. La réponse est unanimement positive, là, vraiment. Je pensais Puis plus en fait, aux gens du côté des complotistes, ils ne se sont pas mis à l'attaque. ah, ben en fait, ben probablement. Mais tu sais, l'affaire, c'est que je passe pas beaucoup de temps à regarder ce qui se dit sur ces groupes-là parce que, tu sais, ultimement, je veux dire, c'est pas très utile, là. Tu sais, je veux dire, moi, lire des pages et des pages de commentaires de gens qui m'insultent puis qui disent que je suis corrompu, puis tu sais, c'est sûr que c'est tout le temps les mêmes arguments qui reviennent, hein. Ah, ben lui, on sait bien, il est vendu à l'industrie pharmaceutique. Ou, tu sais, moi, je suis complètement indépendant. J'ai aucune affiliation par rapport à personne. Tu sais, le travail que je fais, je le fais avec rigueur. Donc, à un moment donné, tu sais, je regarde pas ce que ces gens-là disent. J'ai vu des choses passer, mais je pense qu'en bout de ligne, j'ai reçu quand même beaucoup de commentaires de gens qui m'ont dit, Hey, sais-tu quoi? Moi, j'ai commencé l'écoute en étant sceptique, là. Genre, il y a des gens qui m'ont dit, moi, j'avais des gros doutes par rapport au sida, par rapport à d'autres sujets aussi dont je parle dans la saison, tu sais, par rapport au vaccin, cancer, peu importe. Puis qui m'ont dit, ça m'a vraiment fait réfléchir, là. Donc, que des gens soient pas contents de la série, moi, je peux rien faire pour ça. Tout ce que je peux faire, c'est faire le meilleur travail possible.
Mais il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que ça les avait vraiment amenés dans une piste de réflexion, puis qui sont en train de remettre certaines choses en doute, puis peut-être justement le reconsidérer certaines croyances alternatives qu'il y avait. Puis moi, c'est le plus beau cadeau que je peux avoir. Si je peux juste avoir une influence positive sur une personne, honnêtement, pour moi, c'est extraordinaire. Là. C'est déjà ça. Olivier Bernard, donc je rappelle que la série de balados Dérive est disponible sur la plateforme audio de Radio-Canada, OHDIO. Et il y a 3 saisons. Je recommande d'écouter les 3, mais surtout la dernière. Merci beaucoup encore, Olivier. Merci beaucoup pour l'entretien. C'est vraiment gentil. Merci. Vous écoutez L'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. Tom Seavright se décrit comme mi-francophone, mi-anglophone. Il dit qu'il connaît le Mont-Royal comme le fond de sa poche et son groupe sanguin, selon lui, c'est le sirop d'érable. Bon, OK, là, on rigole un peu, mais c'est parce que Tom organise des tours guidés du village. Pourquoi on parle du village? Ben, c'est que ce quartier est emblématique, un peu comme on pourrait parler de Stonewall, c'est un peu emblématique de l'histoire de nos communautés. Et le village a 50 ans cette année, parce qu'on a déterminé que le début du village, c'était l'arrivée de son premier commerce queer, le magasin Priap. Bienvenue à l'émission, Tom. Merci beaucoup. Ben là, on va avoir beaucoup de gens qui ne seront pas d'accord avec nous, mais en tout cas, quel pronom et quel accord tu utilises? Il, lui. D'accord. Alors, le village, ça n'a pas toujours été dans l'Est. Avant, c'était dans l'Ouest de la ville. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ça aille en 74 qu'on commence à déménager? Oui, ben c'est ça. Il y a eu toute une migration vers l'Est dans les années 70. Je dirais mi-70, ça a débuté, ça a vraiment pris de l'ampleur dans les années 80. Et moi, je dis souvent que le nouveau village n'est pas né à un moment précis. Ça a pris du temps, ça a pris, je dirais, une dizaine, peut-être même une quinzaine d'années. Donc, à l'époque où c'était dans l'Ouest, c'était surtout autour de la rue Stanley, la rue Drummond, la rue Sainte-Catherine, dans ce coin-là. Et ça a commencé à déménager vers l'Est parce que, il y avait les Olympiques, les Jeux olympiques d'été de 1976, le maire Drapeau, je pense qu'on va en parler. On va parler du maire Drapeau, c'est clair. Mais la migration s'est faite quand même assez lentement. Oui. Mais il faut dire qu'à l'époque, on faisait le nettoyage des bars, des saunas pour que la ville soit belle et propre pour recevoir les Jeux. Oui, c'est fou. Mais si on regarde l'histoire des Jeux olympiques, surtout les Jeux d'été, dans toutes les villes où ça s'est produit, il y a toujours eu des histoires pareilles, des histoires de certaines communautés, surtout des communautés un peu moins, mainstream. On peut le voir présentement à Paris. Là. Ils sont en train de se débarrasser de toutes les personnes itinérantes et on les envoie à l'extérieur pour que ça soit beau et propre pour les Jeux. Oui, mais c'était comme ça ici dans les années 70. Et puis la communauté gay, justement, c'était la communauté ciblée par le maire Drapeau. Donc, le maire Drapeau a joué un grand rôle là-dedans. Parlons-en. Parlons-en du maire Drapeau. Moi, ça fait 7-8 ans que je travaille comme guide pour la Ville de Montréal. Et je rencontre des gens à tous les jours qui me disent « le maire Drapeau, c'était le meilleur maire de Montréal, c'était le meilleur maire qu'on a jamais eu. » Je les rencontre, ces gens-là, ils existent et je suis un peu surpris qu'ils existent encore parce que là, on connaît beaucoup plus sur le maire Drapeau qu'on a connu à l'époque. Et à mon avis, c'était un des pires maires qu'on a jamais eu. Oui, l'histoire, c'est assez étonnant comment l'histoire juge les gens avec le recul. Oui, c'est fou. Mais oui, le maire Drapeau qui a amené des grands événements, mais il y avait ce côté-là. Alors, est-ce que c'est vrai? Il y a des choses qui se sont dites du maire Drapeau. On parle du village, mais bon, un peu plus au nord du village, il y a un quartier, pour ceux qui nous écoutent à l'extérieur de Montréal, on va vous l'expliquer, le village, c'est dans l'est de la ville, pas loin du métro Berry, du métro Baudry et du métro Papineau. Puis quand on va un peu plus vers le nord, il y a le Mont-Royal et il y a le parc La Fontaine aussi, pas loin. Oui. C'était des lieux de prédilection pour des rencontres entre hommes gays. Puis je pense que le maire est intervenu là-dedans. Absolument. Qu'est-ce qu'il a fait? Dans ces deux parcs-là, justement, il y a eu des grands changements dans les années 70. Le Mont-Royal, que je connais comme le fond de ma poche. Le Mont-Royal, il y a eu au-dessus de 1000 arbres qui ont été abattus sous la direction du maire Drapeau. Et la raison? C'était un lieu de rencontre. Fait qu'on enlevait des arbres pour que les gens aient plus d'endroits pour se cacher, pour avoir des relations sexuelles. Exact. Et au parc La Fontaine, on a fait quelque chose d'un peu différent. On a installé des grosses lumières, comme on met sur un terrain de soccer ou de baseball, quelque chose comme ça. Donc, le parc est devenu super éclairé tout d'un coup.
Ouf, ouais, c'est pas facile d'avoir des... Michel Tremblay en a parlé dans une de ses pièces, je me souviens plus. Je me rappelle plus non plus laquelle, mais là, tout à coup, oui, je me rappelle de Ouais. ça. Donc, le village, c'est emblématique parce que c'est vraiment ici qu'il y a eu des grands pans de l'histoire queer du Canada, peut-être plus que dans d'autres villes, mais ici, il y en a eu beaucoup. Il y a eu des descentes de police, il y a eu plein de choses. Ouais. Alors, ça, tu racontes ça dans ces tours. Comment t'es venu l'idée de faire ces tours guidés? En fait, c'est venu avec la pandémie. C'est un projet né de la pandémie. Réinventez-vous, qui disait. Oui, c'est ça. Ben, c'est ça, justement. Moi, je travaille comme guide touristique. On s'entend qu'en 2020, j'avais presque pas de clients. Donc, j'avais beaucoup de temps. Il fallait parler fort quand on est à 3 mètres, dans 3 pieds de distance ou 1 mètre de distance, c'est ça? Oui, c'est ça. Puis, la clientèle, les frontières étaient fermées en plus. Le tourisme, ça allait pas très bien. Donc, je me suis dit, c'est le temps. J'ai toujours voulu faire une visite axée sur l'histoire LGBTQ2+, de Montréal. Et en fait, ma visite, elle se produit dans l'ancien village, donc dans le village de l'Ouest. Donc, on ne va même pas dans le nouveau village dans ma visite guidée. C'est une visite qui se passe entièrement dans l'ancien village et je parle des lieux qui ne sont plus là. Et je parle des anciens bars, je parle des moments où... Parlons des bars où il y a eu des descentes. Ouais, là. ouais. Il y a, comment ça s'appelait déjà le fameux... pas le Limelight, mais c'était tout dans le même édifice, la descente qui avait eu lieu. Il y avait le Buds. Le Buds. Le Buds qui était juste le voisin du Limelight. Ça, c'était en 84, la grande descente. Il y a eu la descente dans le Trucks. Le Trucks, oui. Qui était aussi sur la rue Stanley. Le Trucks, c'était en 77. Et celle-là, c'était la plus violente. C'est ce qu'on a appelé le Stonewall du Canada. En effet. Là que ça s'est passé. Ouais. Donc, c'est intéressant parce que tu fais cette visite-là dans ce village. Oui. Mais il y a ce village qui est maintenant rendu dans l'est de la ville de Montréal. Ce village qui vit difficilement ces jours-ci. Oui. Disons que c'est un moment de gros changements en ce moment dans le village. Parce que quand Priap est arrivé, il y a eu le cinéma du village, il y a eu plein de lieux où les gens pouvaient... c'était à l'époque où on n'avait pas les téléphones non plus pour se rencontrer. Et je crois que c'est peut-être pour ça aussi que le village a vu des meilleurs jours. Donc, je ne suis pas tout à fait de l'école qui pense que la technologie a tué les villages, mais je pense qu'il y a eu quand même un impact assez important. Surtout les plus jeunes générations, les queers, les gays dans la vingtaine, peut-être qui sont moins, moins confortables dans le village. Ils se sentent peut-être un peu mieux derrière un écran. Ouais. Mais il faut dire qu'il y a quand même des accidents de violence assez importants dans le village. Absolument. Alors, est-ce que un jour, est-ce que tu vas amener ton tour jusque dans le nouveau ancien village? Je ne sais pas comment est-ce qu'on pourrait l'appeler. Là. Le nouveau village de l'Est, c'est comme ça qu'on l'appelait pendant longtemps. Oui. Oui, je pense que peut-être un jour, ça serait le fun. Pendant la fierté, je m'associe avec une compagnie qui s'appelle Spade et Palacio et eux, ils font des visites guidées du nouveau village, donc le village actuel. Okay. Et c'est moi qui guide ces visites-là avec d'autres guides aussi. Donc, je fais quand même des visites du nouveau village, mais ça, c'est juste pendant la fierté. OK, donc pas pendant toute l'année, alors que l'ancien village, ça c'est presque... Ça, c'est à l'année. À l'année. Oui. Alors, c'est toi qui as eu cette idée-là, cette initiative-là? Tout à fait, oui. Oui, c'était un des projets qui est sorti de la pandémie. Et qui vient faire ces visites-là? Honnêtement, je suis tellement content de dire que c'est des familles entières qui viennent ensemble. Là, on parle de famille hétéro, là? Oui, comme disons maman, papa hétéro, mais avec un enfant qui s'identifie comme LGBT ou quelque chose du genre, et puis ils viennent avec l'enfant. Ça me touche le cœur de voir ça. Je vois aussi des collègues de travail qui vont venir, parfois même des groupes corporatifs qui vont venir parce que c'est un travail de sensibilisation ou peut-être team building ou quelque chose comme ça. Mais j'ai aussi beaucoup de gens qui sont juste issus des communautés queer qui viennent, des touristes, des personnes d'ici, des personnes qui viennent passer une journée à Montréal, mais ils descendent de Québec, puis ils viennent ici, puis ils vont dire, je veux faire ça, puis... C'est vraiment le fun. Honnêtement, je suis ému à quel point c'est un peu tout le monde qui fait les visites. Est-ce que les gens ont des questions spécifiques? Parce que je me demande, l'histoire queer n'est pas très connue, notre histoire queer, non. Parce que, évidemment, c'est souvent des personnes hétéros qui écrivent les livres d'histoire, puis on passe dans l'oubli. Très bien dit. Ouais. Comment...
quelles sortes de questions les gens posent? Qu'est-ce qu'ils veulent savoir? Les gens sont vraiment intéressés à leur propre communauté. Donc, je dirais que les personnes trans vont me poser des questions sur l'histoire trans. J'ai fait une visite récemment. Il y avait une adolescente qui vient de s'afficher comme lesbienne. Et je ne sais pas quel âge qu'elle avait, là, mais je pense peut-être 16 ans, 15 ans. Elle est venue avec sa mère. C'était vraiment touchant. Puis elle voulait savoir tous les lieux où étaient les vieux bars de lesbiennes. Ils n'étaient pas dans le village, eux autres. Ben, il y en Plus avait. dans le Myland? Il y en avait quand même. Il y avait chez Madame Arthur, qui est super important. Il y avait aussi le Babyface, qui était dans l'ancien village de l'Ouest. Mais c'est vrai, quand le village a commencé à migrer vers l'Est, il y a eu un détachement. Ouais. Il y a eu le village de l'Est, c'était surtout des places dédiées aux hommes. Et les lesbiennes sont allées surtout sur la rue Saint-Denis à l'époque. Oui, dans le plateau. De nos jours, on en a un petit peu parlé. De nos jours, il y a des personnes plus jeunes qui s'identifient comme queer, qui ne se reconnaissent pas dans le village et vont plutôt aller ailleurs. Oui. Comment on explique ça? Ça, je me pose la question. C'est une réflexion, puis c'est une conversation intéressante à avoir avec les autres générations. Moi, je me trouve un peu coincé entre... Ben, j'ai 45 ans et je suis comme vraiment dans le milieu. Ouais. Donc, je comprends le point de vue des gens dans la vingtaine, je comprends le point de vue des gens dans la soixantaine. Et je parlais avec un monsieur qui a peut-être presque 80 ans récemment, puis lui, il me disait, j'en viens pas qu'ils ont enlevé le mot gay du village. Pour lui, c'était un insulte. Mais ça n'a jamais été là. Ça n'a jamais été enlevé. On s'entend, là, mais... Ça n'a jamais été là, le village. Ben, c'est toujours le village. C'est le village. Ouais. Mais lui, il dit, c'est presque comme si on m'effaçait. Ouais. Mais je pense que les jeunes générations, eux, ils se sentent déjà effacés, même à 20 ans. Ouais. Donc, le village a un travail à faire, mais c'est pas le village, c'est pas juste le village, c'est pas juste la ville qui doit faire le travail, c'est tout le monde qui doit faire le travail. Toute la communauté au complet. Oui. Eh bien... Tom Seavright, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça m'a fait plaisir, merci beaucoup. Et puis bonne fête au village, 50 ans, 50 chandelles. Bonne fête. Bonne fête. Pour joindre l'équipe, écrivez-nous à heureciel@gmail.com. C'est heureciel en un seul mot et en minuscule, @gmail.com. Suivez Denis Martin Chabot sur Facebook ou Instagram à @dmchabotauteur. Après la pause, on s'en va en Europe avec les élections qui ont mis de l'avant l'extrême droite, et puis aux États-Unis, parce qu'on a des nouvelles à prendre de nos communautés là-bas aussi. Alors tout de suite après la pause, ça va être la chronique Make America Queer Always et Transatlant Queer. Quand ciel se lève, avec Denis Martin Chabot. Eh bien, dans cette deuxième partie, on voyage. On va s'en aller aux États-Unis, mais avant, on traverse l'Atlantique. Transatlant Queer. Des nouvelles d'outre-mer avec Christophe Gérard. Oh boy! Ouais, on n'aurait peut-être pas le goût de faire la petite danse qu'il y a dans cette intro avec ce qui s'est passé hier. On va parler d'actualité qui est très riche en Europe. On va donc rejoindre Christophe Gérard à Paris. Bonsoir, bonsoir et bonjour chez nous. Comment ça va-tu? Ça va, on a connu mieux par rapport à ce qui s'est passé hier, mais ça va. On essaie de garder le moral et surtout de faire en sorte d'aller à l'encontre de ce qui se prépare chez nous d'ici quelques semaines. Oui, alors ça fut riche en actualité hier soir. Ouais, et puis surtout inattendu. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'hier, c'était journée d'élection pour les européennes. On élisait nos députés européens hier. Alors, on savait, les sondages le prédisaient, que le Rassemblement national, donc le parti d'extrême droite de Marine Le Pen, arrivera en tête de ces élections. On ne pensait pas que le score allait être aussi surprenant. Ce qu'il faut savoir, c'est que la liste RN, qui est menée par Jordan Bardella, a obtenu 31,5% des voix.
Et juste après, la liste gouvernementale, hein, donc présidentielle, Renaissance, dirigée par Valérie Hayé, elle a obtenu 14,5%. Donc c'est un véritable camouflet pour Emmanuel Macron, qui a décidé de prendre la parole hier soir à 21 heures pour annoncer qu'il avait décidé de dissoudre l'Assemblée nationale et d'organiser des élections législatives anticipées qui auront lieu le 30 et le 30 juin et le 7 juillet prochain. Donc en gros, dans 3 semaines pour le premier tour. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez dur parce que ce qui nous attend, c'est vraiment pas quelque chose de très sympathique et notamment pour les communautés queer et LGBTQIA+, on s'en doute. Euh, hier soir, en fait, la plupart des politiques étaient là pour commenter l'actualité et les résultats. Et très rapidement, il y a eu cette nouvelle de la dissolution qui est arrivée. Donc, beaucoup ont appelé de leur vœu une coalition de façon à aller à l'encontre de ce Rassemblement national et de l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir. Ce qu'il faut savoir, c'est que juste avant d'intervenir, j'ai appris, alors ça soulage un peu, que la droite s'était mis d'accord pour présenter des candidatures uniques au premier tour. Donc, quand je parle de la gauche, je parle du Parti socialiste, de la France insoumise, des écologistes et du Parti communiste. Donc, qui ont décidé de mettre en place un nouveau front populaire de façon à lutter contre l'extrême droite. Alors, quels sont les risques là, de cette situation? Le risque, il est grand, hein, puisque si le Rassemblement national arrive en tête de ces élections, et surtout s'ils arrivent à avoir une majorité absolue, voire une majorité relative, eh ben, ils vont arriver au gouvernement. Donc on va avoir une cohabitation entre Emmanuel Macron et un gouvernement d'extrême droite. Bon, Donc en fait, et cette situation, on l'aura pendant 3 ans, hein, jusqu'aux prochaines élections présidentielles en 2027. bon, maintenant, c'est parce qu'il n'y a pas eu seulement qu'en France là, qu'on a élu des députés, ou en fait, enfin, ou on peut dire des députés européens d'extrême droite. Non, il y a quasiment dans tous les pays, en tout cas une grosse majorité des pays européens, on constate une montée de l'extrême droite. C'est le cas notamment en Allemagne, en Autriche, en Italie, également aux Pays-Bas. On peut parler aussi de la Pologne. Donc il y a de nombreux pays dans lesquels l'extrême droite a fait des scores assez importants également. Donc c'est assez préoccupant, hein, Ouais. de manière générale et aussi pour nos communautés, hein. Ces partis-là, on le sait, ne sont pas spécialement LGBTQIA+ friendly. Actuellement, il y a vraiment une recrudescence de l'homophobie et des agressions. Et on sait que ça va pas aller au mieux si l'extrême droite arrive au gouvernement. Fait, à l'origine, quand on a préparé cette chronique, toi et moi, on devait présenter des bonnes nouvelles d'abord, mais on ne pouvait pas passer à côté de ces élections. Mais retournons peut-être à certaines bonnes nouvelles, parce qu'on a besoin d'en entendre. Ouais, parce que du feel good, ça fait du bien, hein. Donc, je voulais parler de culture. Et c'est vrai que l'actualité sur ce dernier mois, hein, depuis la dernière chronique, a été relativement riche. On est en plein mois des fiertés, hein, donc l'actualité est riche et que les communautés queer sont mises en avant, notamment en ce qui concerne la presse quotidienne régionale, avec notamment les marches des fiertés. Et le 11 mai dernier, c'était le concours Eurovision de la chanson. Et c'est un Nemo qui a gagné ce concours haut la main. Nemo, un artiste, j'allais dire un ou une artiste, hein, puisqu'elle se définit comme non-binaire, suisse, et qui a fait une prestation mais incroyable, mêlant de la pop, du rap et des élans également lyriques, des envolées lyriques, mais vraiment une prestation top, avec une chanson qui s'appelle The Code, une chanson dans laquelle elle explique que elle se sent nettement mieux depuis qu'elle a brisé les codes. Donc c'est un hymne vraiment à la non-binarité et au questionnement sur le genre qui est assez intéressant. Donc, Est-ce qu'on veut euh, dire qu'il y a comme une dimension politique quand même à cette victoire? tout à fait, hein. D'abord, on sait qu'il y a une visibilité énorme, hein, puisque le concours est suivi par des millions de téléspectateurs à travers le monde. Il y a aussi une dimension un peu plus locale, hein, puisque Nemo, en fait, veut se servir de sa victoire pour développer en fait la reconnaissance de la non-binarité en mettant en place, en demandant en tout cas un référendum sur la mise en place d'un genre neutre, ce qui n'existe pas en Suisse actuellement, puisque les questions de non-binarité et de genre de manière générale ne sont pas très bien accueillis en Suisse. Comme dans plusieurs autres pays. Maintenant, on va continuer l'actualité culturelle et queer. Cette fois, on va parler de cinéma.
Et oui, et je vous emmène au Festival de Cannes, hein. Parmi les films qui ont été récompensés, il y a un film de Jacques Audiard, pardon, qui s'appelle Emilia Pérez, un film qui prend la transidentité comme sujet, hein, puisqu'il raconte en fait comment Rita Castro, une avocate, va aider Manitas, un chef de cartel mexicain, à faire enfin, à faire une transition de façon à fuir les autorités locales et surtout en affirmant sa transidentité. Donc dans le rôle titre, il y a une actrice espagnole trans qui s'appelle Carla Sofia Gascon, qui livre une véritable performance, hein, puisqu'elle interprète le personnage avant, pendant et après sa transition. Et donc, c'est un film qui a convaincu le jury du festival, hein, puisqu'il a obtenu le prix du jury et également ce qu'on appelle le Cannes Central pour la bande originale. Et par ailleurs, en fait, les quatre actrices du film, hein, qui sont, on va les citer quand même, hein, Zoé Saldana, Selena Gomez, Adriana Paz et bien sûr Katia Sofia Gascon, ont obtenu un prix d'interprétation féminine en commun. Ce qui fait que ben, Katia Sofia Gascon est la première actrice trans à recevoir cette récompense. Donc, ben, à l'annonce de ce prix, elle a fait un discours mais très fort et très émouvant, dans lequel elle revient et elle évoque les difficultés qu'elle a rencontrées lors de son parcours de transition et la sororité avec ses sœurs trans et surtout elle s'attend en fait à recevoir des propos transphobes à la suite de ce prix et ben, ça n'a pas failli, hein. Donc, ben, ce qu'il faut savoir, c'est, moi, je voudrais vraiment le souligner, c'est parce que cette première fois, elle a un goût de symbole, hein, qu'il faut vraiment souligner. Alors, toute cette actualité a certainement suscité une certaine homophobie sur les réseaux sociaux. À chaque fois, je me dis, mon Dieu, poser la question, c'est y répondre. Ben oui, et tu viens d'y répondre d'une certaine manière. Alors pour préparer la chronique, en fait, ben, je me suis intéressé vraiment à toutes les réactions qu'on peut avoir et je suis allé bien plus loin que je ne le fais habituellement parce que j'avoue que d'habitude, je ne les lis pas toutes, hein. Là, j'en ai lu beaucoup et j'avoue que j'ai eu vraiment la nausée, hein, de tout ce que j'ai lu. Je pense que c'était vraiment nécessaire pour appréhender le fait que ben, les LGBT-phobies prennent une nouvelle tournure. En tout cas, moi, j'ai vu des commentaires que je n'avais pas encore vus jusqu'ici. Donc, c'était intéressant de le voir. Qu'est-ce que tu peux nous dire, justement? Ouais, alors d'abord, ce qu'il faut souligner, hein, c'est que les questions de genre, qu'il s'agisse de transidentité ou de non-binarité, sont des choses qui passent très mal, hein, et qui sont mal perçues par la plupart des gens qui commentent les publications sur les médias. Par exemple, la victoire de Nemo a été accueillie par des commentaires du style «Je suis licorne, ascendant casserole», mais également des gens qui ont insisté sur le fait que notre société allait bien mal, qui, elle, en parlant de Nemo, était une pervertie et que la non-binarité était du ressort de la psychiatrie. Certains, c'est vraiment important et certains pensent que pour gagner, comme ça a été le cas pour que ce soit à Cannes ou pendant le concours Eurovision de la chanson, il faut être queer, soit non-binaire ou trans, et que finalement le talent c'est secondaire. Euh, et certains ont même été jusqu'à appeler un boycott de l'émission The Voice, puisque Nemo avait été invité à participer à la finale du concours du fameux télécrochet. Euh, Puis il y a eu des donc le prix réactions d'in- politiques aussi, hein? Ouais, et notamment ce qui concerne le prix d'interprétation féminine de Katia Sofia Gascon. Euh, En fait, la plupart des commentaires surfent sur une vague d'un pseudo-féminisme qui n'est pas sans rappeler d'ailleurs, hein, les théories qui sont développées dans le livre Transmania dont j'ai parlé. En gros, c'est un homme qui a pris la place d'une femme. Et c'est d'ailleurs ce qu'a déclaré Marion Maréchal Le Pen, hein, je vous en avais déjà parlé, Oui. puisqu'elle a dit, c'est donc un homme qui reçoit un prix d'interprétation féminine. Le progrès pour la gauche, c'est l'effacement des femmes et des mères. Ah, mon Dieu, mais Donc, elle perd aucune occasion de se taire, elle, hein? et non, bah, on était en En fait, pleine non, elle campagne. perd donc une autre occasion de se taire, j'aimerais dire. Voilà. Oui. Ouais, en fait, bah, on était en pleine campagne des élections européennes et c'est d'ailleurs un point sur lequel elle insiste, puisqu'elle se déclare être contre l'idéologie LGBT. Ouais. Et on la laisse dire sans réagir. Il n'y a personne qui dit quoi que ce soit là, quand elle fait ces déclarations-là. Si, là, en l'occurrence, il y a six associations de lutte pour les droits en fait, des personnes LGBTQIA+, qui ont porté plainte pour injures transphobes. Et l'actrice, donc Katia Sofia Gascon, a également porté plainte pour outrage sexiste en raison de l'identité de genre. Donc on espère que la justice prenne en fait la juste mesure de ses propos et qu'elle sera enfin condamnée pour ce qu'elle a dit à plusieurs reprises. Bon, c'est le mois des fiertés, là. Comment cette haine-là
se reproduit encore une fois sur les réseaux sociaux? Bah, en fait, et c'est sur ça que je voulais rebondir, moi j'ai constaté des choses que je n'avais jamais vues. En gros, il y a énormément de gens qui évoquent en fait leur ras-le-bol de voir toutes les nouvelles concernant nos communautés queer. Et en gros, ce qu'on nous dit, bah, c'est qu'il ne faut pas s'étonner si une telle médiatisation suscite des agressions. Donc, c'est super grave. Alors, d'autres, de manière très laconique, demandent l'organisation de marches des fiertés hétéros, hein, parce qu'ils craignent une disparition des hétérosexuels hein, dans nos sociétés d'ici quelques années. On parle bien évidemment de wokisme et de l'idéologie LGBT, parce qu'on le sait, en tout cas, c'est ce qu'ils décrivent, que le but de cette idéologie, c'est d'inciter les enfants à changer leur orientation sexuelle, ou pire, leur identité de genre. Et d'ailleurs, hein, la transidentité, ça concentre énormément de propos haineux. Et moi, ce qui m'a vraiment étonné, c'est qu'il y a beaucoup de commentaires qui invitent la communauté LGBTQIA+, à prendre de la retenue et de la discrétion, hein. En tout cas, il faut en Retournez dans faire vos preuve. placards. C'est ça, hein, Ouais. puisque en fait, ils étalent, enfin, on étale des relations qui sont de l'ordre de l'intime, et qu'aujourd'hui, finalement, on a les mêmes droits que les autres, donc il n'y a aucune raison qu'on manifeste, ou en tout cas qu'on manifeste notre fierté, hein, pour reprendre leurs termes. Et en gros, en fait, ce qu'on nous demande, c'est une invisibilité de nos communautés. Moi, j'ai trouvé ça d'une violence incroyable et insoutenable, d'autant qu'on sait, hein, puisque les chiffres ont été dévoilés par le ministère de l'Intérieur, que les faits anti-LGBTQIA+ ont augmenté en un an de 13% et 19% si on se base sur les agressions et les délits liés en fait, aux agressions donc LGBT contre la communauté LGBTQIA+. Donc, en gros, moi, si j'ai une conclusion à faire, compte tenu de toute cette actualité en France et en Europe, bah, c'est continuons à marcher et à être fiers d'être ce que l'on est, et menons plein d'activités et d'actions de façon à ce que nos communautés soient plus visibles que jamais, parce que je pense que c'est nécessaire pour faire évoluer les choses de manière positive. Et moi, je me dis qu'on a encore beaucoup de pain sur la planche, Denis, et que des émissions comme la tienne sont primordiales, je dirais même d'intérêt public. Bien, c'est bien gentil. Et Christophe, merci beaucoup d'avoir été là toute cette saison. On se retrouve l'an prochain, à partir de septembre, pour la chronique Transatlant Queer. Puis nous, Mais avec un on va se voir cet été. très bientôt et puis, avec un grand plaisir pour vous retrouver l'an prochain. Excellent. Let's make America queer always. Make America Queer Always. Un regard sur les États-Unis avec Chantal Nadeau. Allô, allô, on va rejoindre donc Chantal Nadeau, professeure en études féministes et queer à l'Université de l'Illinois. Salut Chantal! Salut, Denis Martin. Bon, alors on vient d'entendre que l'extrême droite a pris de l'avance, et beaucoup d'avance en Europe. C'est pas très réjouissant. Puis je pense qu'on a peut-être pas de choses très, très réjouissantes à raconter aujourd'hui à ta chronique. Commençons avec le fait que le FBI fait état de menaces qui planent sur les fiertés qui ont lieu ce mois-ci aux États-Unis. Oui, ben, finalement, il y a exactement un mois aujourd'hui, c'est-à-dire le 10 mai 2024, le FBI et le ministère de la Sécurité intérieure, qu'on connaît plus sur le nom de Homeland Security, a publié un avis pour alerter le public au fait que les organisations terroristes étrangères ou leurs partisans pourraient chercher à exploiter l'augmentation des rassemblements associés au prochain mois de la fierté en juin, fin de la citation. Comme vous savez, le mois de la fierté bat son plein en ce moment aux États-Unis, et ça coïncide aussi que dans 2 jours, le 12 juin, ça va être le 8e anniversaire d'un moment qui a été marquant pour l'histoire des LGBTQ aux États-Unis, c'est-à-dire l'attaque de la discothèque Pulse à Orlando, en Floride, on s'en souvient très bien. Ça a été l'attaque la plus meurtrière contre la communauté LGBTQ aux États-Unis, et on parle de 49 personnes qui sont mortes et 53 qui ont été blessées par un tueur fou. Je donne bon conscience, je ne vais pas nommer le tueur, je le refuse, mais il se disait associé à l'époque avec l'État islamique.
J'ai réfléchi beaucoup à ce type de vie et je veux dire une petite parenthèse, cette vie-là fait aussi partie, on n'a pas levé l'avis qui avait été mis à l'automne 2023, j'en avais parlé, par Human Rights Campaign. C'est un avis international pour tous les voyageurs et voyageuses qui s'identifient comme participants de la communauté queer, de faire très attention. Il y avait une alerte générale. Cette alerte-là, on n'en parle pas, mais elle est toujours en vigueur, j'ai vérifié avec la FBI et la Human Rights Campaign. Donc, Alors, on parle moi, donc de faire attention si on voyage aux États-Unis, là, c'est ça, là. c'était ça. Alors, mais c'était une alerte globale. C'est encore là. OK. Euh, Ce que je voulais dire, j'ai beaucoup réfléchi comment répondre comment répondre à cette vie-là. Ce qui est un des problèmes de ce genre de vie-là, c'est que ça demeure très vague, hein. Le FBI n'a pas nécessairement identifié des menaces précises, des lieux précis. Ça fait comme une espèce de tour global. On parle plutôt d'être vigilant face à des menaces sur les réseaux sociaux. Bon, ton invité d'Alnova en avait parlé. La question de surveillance électronique, de fausses représentations des officiers qui veulent soutirer des informations pour essayer de savoir quel type d'événement se trouve là, d'infiltrer finalement les réseaux de sécurité sur les divers événements. Alors, c'est un peu ça qui me chicote. Je ne veux pas dire que je veux diminuer la vie, mais ce qui m'énerve, c'est qu'il faut faire attention à ne pas créer une panique, mais plutôt être, comme je dis, être vigilant. Alors, on peut toujours se poser la question, on peut émettre un avis, mais qu'est-ce que l'FBI, qu'est-ce que Homeland Sécurité fait? Alors, c'est ma question, hein? Je sais que l'an dernier, ici au Canada, le gouvernement fédéral avait, puis je pense ils le font encore cette année, ont mis de l'argent supplémentaire pour assurer la sécurité lors des événements. Je ne sais pas, est-ce que c'est le genre de choses qu'on peut voir? Peut-être qu'on ne verra pas ça en Floride, mais peut-être qu'il y a peut-être des endroits où ça se ferait, là. Ben, la ville de Chicago, et ça crée ce genre d'augmentation de sécurité-là, ça crée aussi des problèmes, hein. C'est donc que les gens avec la biométrie, les caméras de sécurité, les questions de confidentialité. Alors, c'est toujours le même problème, hein. Plus de sécurité, ça veut dire moins de confidentialité, mais en même temps, si on va à des événements publics, c'est qu'on accepte. Alors, ici, on a mis un peu plus de sous. Et en même temps, on a réduit, par exemple, le grand défilé de la fierté qui va avoir lieu à Chicago la fin juin. On a diminué de façon très significative le nombre de participants et de chars allégoriques qui vont être permis sur le parcours pour des questions de sécurité. Ouais, fait que ça vient jouer surtout l'idée de ce que c'est la fierté, c'est de pouvoir sortir en public et de montrer qui on est. Puis là, tout à coup, il y aura moins de gens qui vont le faire. Finalement, ces gens-là gagnent de toute façon. Ben, il y a ça aussi. Il faut savoir qui a été comme éjecté de la parade, si tu veux. Et c'est souvent des organismes un peu plus petits, un peu moins prominents au niveau du sponsorship qu'on appelle la commandite et tout ça. Mais ça, c'est une autre histoire et on en parle une autre fois. L'année prochaine. L'année J'aimerais prochaine. qu'on arrive, ces menaces-là, ça vient, on sait, là, ça provient surtout de l'extrême droite américaine qui fait toujours et encore des siennes. Elle est au cœur d'un mouvement très vaste qu'on voit depuis la pandémie, le mouvement anti-vaccin, anti-gouvernement, anti-musulman, anti-LGBT. Ça, c'est une analyse du Guardian. Parle-nous donc de ça un peu. Ben, qu'est-ce qui arrive, c'est que tout à fait raison, Denis Martin. Tout ce que tu as élaboré, ça fait partie des stratégies de l'extrême droite américaine et des républicains aussi, de contrer l'agenda libéral, hein, ce qu'on appelle l'agenda libéral et tout ce qui est associé. Alors, n'importe quoi qui fait partie du mouvement woke, pro-immigration, pro-droit de la femme, pro-gay, pro-queer, s'embarque là-dedans. Et comme je dis, c'est une stratégie qui emmène large. Et j'embarquerai même maintenant aussi de mouvements sur les campements sur les campus en faveur de la Palestine. Alors, c'est un mouvement qui emmène large et qui ratisse sur tous les fronts. Alors, il faut contrer de ce on définit, puis encore là, comme je dis, leur définition de l'agenda libéral est très large, et de toutes les façons. Et ce qui est remarquable et je le dis avec des guillemets, ce qui est remarquable avec les républicains, c'est que eux, ils ont tout, il n'y a pas un enjeu, il n'y a pas une cause qui est trop petite.
Alors, c'est ça leur force. Alors, ce qui semble, alors que les démocrates, et là, je fais une critique assez sévère des démocrates, alors que les démocrates ont toujours, c'est toujours l'idée de la grande cause, des grandes choses. Alors, ils ont comme cédé depuis la pandémie aux républicains et à l'extrême droite américaine le local. Ouais. Et c'est ça qui fait leur force. Ils travaillent très, très fort. Ils se sont associés et ils ne sont pas une contradiction. Comme tu le sais, Denis Martin, l'extrême droite américaine, il est républicain. Alors, c'est une de leurs forces. Et c'est pour ça que tout ce qui nous semble, nous, bénin, hein, ou petit, eux, ils vont le récupérer. Et ils n'hésitent pas à attaquer tout ce qui concerne, et tout ce qui intéresse aussi les démocrates et les soi-disant libéraux. Alors, c'est ça une de leurs forces. Alors, ce que tu as nommé, ce gouvernement, alors c'est ce qui prévaut, j'en avais parlé encore dernièrement dans une de nos chroniques, c'est vraiment l'idée de l'individualisme américain à l'état pur et de la suprématie blanche américaine. Est-ce Voilà. est-ce qu'on peut dire que ces mouvements-là là, de l'extrême droite, là, ces gens-là se sentent décomplexés parce que leur voix, elle est portée vraiment haut et fort par des politiques très connus, à commencer par Donald Trump, reconnu coupable de crimes en passant, et sa secte religieuse presque, Make America Great Again, pardon, MAGA, puis aussi des gens comme Ron DeSantis, le gouverneur de l'État, je te le dis toujours, le plus homophobe des États-Unis, la Floride, parce que c'est vraiment ce genre de personnes-là qui ont amené ce mouvement-là si décomplexé. Je sais pas, j'ai toujours une résistance à identifier une cause, un personnage qui a été catalyseur, mais c'est très clair que des personnages comme ça, qui sont très flamboyants dans le cas de Trump, et aussi les trous qu'il y a dans la Constitution américaine ont permis ça. Je veux dire que quand on a pris, bon, comme tu disais, Trump a été reconnu coupable, mais ça ne l'empêcherait pas d'être président, même s'il y a un dossier. Et c'est ça une des contradictions des Américains et de leur Constitution qui est complètement périmée, qu'il faudrait refaire. Mais alors, ces voix-là sont porteuses. Et comme c'est le star system, que ce soit le star system de la gauche, de la droite, du centre, est super important aux États-Unis, c'est sûr que d'avoir ces figures-là, ça aide. Voilà. Ces idéologies-là, ça a des conséquences. Allons-y, il y a eu des décisions de la Cour d'appel en Caroline du Nord, là, une décision qui nous porte à réfléchir. Oui, ben, je sais pas si j'ai beaucoup de temps d'en parler. Mais qu'est-ce qui est arrivé, c'est que ça concerne justement un certain Monsieur Billard qui travaillait pour une école secondaire, église, hein, un beau lapsus, une école secondaire catholique, et qui a été renvoyé finalement parce qu'il avait annoncé sur des réseaux sociaux son mariage avec son partenaire masculin. Alors voilà, Monsieur Billard enseigne dans une école catholique et donc il a poursuivi l'école, il a gagné et là il y a eu un appel et il a perdu. Hmm. Alors c'est ça qui s'est passé, et on retourne encore à la fameuse question liberté de religion versus liberté de discrimination contre la sexualité. Alors c'est ça qui s'est passé. Alors Monsieur Billard a perdu. Et, l'argument de l'Église, encore une fois, de l'école catholique secondaire, c'était de dire que M. Billard violait finalement euh, la politique de l'Église catholique pro- qui empêche les mariages de gens de même sexe. Voilà. Une petite minute pour parler des reculs en voulez-vous en v'là. Target. Oui, Target bon, 2000 magasins aux États-Unis, hein, de grande surface, 400 000 employés. L'année passée, il y avait et depuis des années, Target a des présentoirs monumentaux pour le mois de la fierté. L'année passée, il y avait eu un backlash incroyable, des menaces, du harcèlement contre les employés. Alors, cette année, Target a décidé de viser sur ces 2000 magasins, seulement 1000 vont avoir la collection complète.
Et les autres, ça va être en ligne. Et c'est une histoire de costume de bain dont j'ai pas le temps de parler, mais c'est ça qui a suscité la Un controverse costume et de qui a bain fait aux ça. couleurs de l'arc-en-ciel, c'est ça? Oui. Non, c'était une ligne de costumes de bain très spécifique qui parlait de tuck friendly et puis de protection de la zone érogène. Alors, c'était vraiment des noms comme ça. Et la collection était pour les adultes, mais les gens ont. Le backlash était l'idée que les jeunes, on faisait de la promotion auprès des jeunes, même si c'était des grandeurs pour les adultes. Donc, voilà. Oh boy, boy, boy. Ben, en tout cas, on aura beaucoup de matériel à suivre l'année prochaine, toi et moi, parce qu'il y a les élections présidentielles qui s'en viennent. Merci beaucoup, Chantal, d'avoir été avec nous cette saison. OK, merci, Denis Martin. On se voit en haut. Oui, certainement. OK, bye-bye. Pour joindre l'équipe, écrivez-nous à heureciel@gmail.com. C'est heureciel en un seul mot et en minuscule, @gmail.com. Suivez Denis Martin Chabot sur Facebook ou Instagram à @dmchabotauteur. C'était l'heure où l'arc-en-ciel se lève, épisode 80 en ce 10 juin 2024. Merci à notre équipe, à la recherche, Marie Massé, Godéric Trobe, Maurice Bolduc à la mise en onde, Julie Curley qui a fait la musique thème. Merci à Gerly Ormelette qui est chef de contenu numérique, Jean-Sébastien Laliberté, chef de diffusion, Philippe Lapointe, notre directeur d'antenne, et Marjorie Théodore, présidente et directrice générale de Vues et Voix. Je m'appelle Denis Martin Chabot. La semaine prochaine, donc, notre dernière de la saison.